tous, c'est à Evere que nous consacrons notre débat ce soir, une commune au passé rural, mais qui ne cesse de se développer ces dernières années. Je vous invite tout de suite à découvrir sa carte d'identité. Un peu plus de 45 200 habitants y vivent, une population en hausse constante. À sa tête, Ridouane Chahit qui fait fonction de bourgmestre. Dans sa majorité, on retrouve le Parti Socialiste, Voreuil, l'Open VLD, Défi et l'élu des humanistes éverois qui soutient le collège de l'extérieur. La principale force d'opposition, c'est Écolo Groen, et il y a également dans l'opposition le mouvement réformateur. 5 invités sur notre plateau ce soir que je vais vous présenter tout de suite en commençant par vous, Ridouane Chahit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, Pascal Fraison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi. En face, il y a Hicham Tali, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. À vos côtés, il y a Philippe Michotte, bonsoir. Vous êtes tête de liste MR. Et enfin, Véronique Sylvie Mbombo Tsidimba, vous êtes tête de liste Les Engagés, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une coutume maintenant. La première prise de parole est tirée au sort et on demande aux candidats de répondre à une question en 30 secondes. C'est vous, Ridouane Chahit, qui avez tiré le numéro 1. Alors, ma question, elle est très simple. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour gérer la commune demain ? Candidat idéal. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'être le candidat idéal. En tout cas, le candidat passionné par sa commune, ça, je le suis depuis 12 ans. Je suis membre du collège, j'ai été échevin, je suis bourgmestre faisant fonction depuis 2020. Et je pense que j'ai encore assez de force et d'énergie à mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on puisse rencontrer les défis auxquels ma commune sera confrontée dans les 6 ans à venir. Très bien, vous avez répondu en 25 secondes. Alors, même question pour vous, Hicham Tali, pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? Parce que tout d'abord, si je suis élu bourgmestre, je m'engage à siéger et être bourgmestre de plein exercice. Ce n'est plus le cas depuis 10 ans dans la commune. On a à chaque fois des personnes qui font cette fonction et pas à temps plein. Je veux m'engager parce que je suis né dans cette commune, ça fait 34 ans que j'y habite et je souhaite qu'elle retrouve son éclat d'antan. On avait fait beaucoup de terrain et les habitants sont vraiment navrés par la situation actuelle, notamment la propreté et l'état des services communaux. Vous aussi, vous avez répondu en moins de 30 secondes, en 20 secondes. Alors Pascal Fraison, même question pour vous. Mais parce que je suis moi aussi passionné par la vie communale, par la chose publique. Je ressens le besoin de participer, mais aussi de faire participer les citoyens à la construction du bien-être et d'une vie agréable sur le territoire de la commune. C'est très important à mes yeux et c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Vous aussi, vous répondez en moins de 30 secondes. À vous maintenant, Véronique Sylvie Mbombo. Pourquoi êtes-vous la candidate idéale pour gérer la commune ? Écoutez, d'abord parce que je suis quelqu'un qui aime m'engager pour les autres. Ça, c'est une première chose. Et je suis à la tête d'une équipe des personnes qui sont motivées, qui ont plein de projets et qui aimeraient se mettre au service de nos concitoyens. Donc voilà, c'est pour ça que je m'engage. Là, on une réponse en 15 secondes. Bravo à vous. Et enfin, vous, Philippe Michotte, dites-nous pourquoi vous êtes le candidat idéal. Je m'engage pour les citoyens éverois. Je suis particulièrement investi dans la commune. J'ai participé à plusieurs organisations comme le Relais pour la vie. À mon sens, c'est important que chaque citoyen s'investisse et c'est certainement un point qu'on pourrait développer. Et je compte sur les citoyens pour s'investir aussi dans la commune. Ou sinon, je suis de formation ingénieur, je suis assez rigoureux et j'ai envie d'apporter mon esprit analytique dans la gestion communale. Voilà, et on va commencer tout de suite ce débat par la situation politique. Ridouane Chahit, première question pour vous. Vous êtes candidat bourgmestre, mais rien ne dit que vous serez bourgmestre parce que vous êtes à la fois député fédéral. Certains vous voient ministrable. Alors pourquoi ne pas dire aux Éverois le choix que vous allez faire ? Alors, c'est sympa parce que beaucoup de monde me voit à plusieurs fonctions. Et vous alors, vous voyez où, Ridouane Chahit ? Et donc, si je suis député fédéral, c'est parce qu'il y a plus de 18 000 personnes qui ont voté pour moi. Si je suis bourgmestre faisant fonction, c'est parce que je suis le deuxième score, toutes listes confondues, depuis 2018. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Éverois m'ont fait confiance à 2 reprises pour pouvoir exercer des responsabilités. Point à la ligne. Pourquoi est-ce que je serai probablement bourgmestre en titre ? Tout simplement parce que j'espère que les Éverois vont de nouveau me faire confiance à 100% et
me réitérer la confiance qui m'a déjà été confiée lors des précédentes les élections. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'au lieu de me prêter d'autres fonctions, attendons le 13 octobre pour voir d'abord ce qu'il en est des résultats. Et puis après, je vous annoncerai ma décision. Oui, mais ce ne serait pas plus clair de dire aux Éverrois, ben oui, je serai votre bourgmestre à temps plein. Vous savez, il y a des bourgmestres qui ont annoncé qu'ils allaient être bourgmestres à 100%. Et puis le lendemain, ou quelques semaines plus tard, ils se sont retrouvés secrétaires d'État, ministres, et ils ont menti à leur population. Moi, je n'ai pas envie de mentir. Moi, j'ai envie de dire aux Éverroises et aux Éverrois, faisons un pacte le 13 octobre, et si ce pacte est réussi, alors je vous donnerai ma décision. Oui, alors Hicham Tali, vous dites Evere a besoin d'un bourgmestre à temps plein. Pourquoi, en fait, selon vous, il faut un bourgmestre à temps plein? Mais donc ici, clairement, il n'y a pas d'engagement qui est pris. Il dit aux Éverrois, votez pour moi pour être bourgmestre, mais je ne m'engage pas à être bourgmestre. Si c'est le cas, il dit, si vous votez pour moi et que je suis bourgmestre, alors que j'exercerai la fonction de bourgmestre, ce n'est pas le cas. Monsieur Chaïd s'était engagé, par exemple, en 2018 au Conseil communal. Il a voté lui-même une motion sur laquelle il est décumulé à partir de 2019. Il a voté cette motion, il n'a pas tenu sa parole, il n'a pas tenu son vote, même pas une promesse. Et donc ici, clairement, quand on voit la situation financière de la commune, quand on voit la situation de la propreté dans la commune, quand on voit tous les défis auxquels la commune d'Evere est confrontée, elle a besoin d'un bourgmestre de plein exercice. Philippe Claus, que je salue, a clairement a envoyé un signal clair. Il a démissionné de son siège de député à la Chambre et il s'est engagé pour être candidat bourgmestre dans sa commune. Et la commune d'Evere a besoin de quelqu'un à temps plein. Ça fait 10 ans qu'elle n'a que des faisans en fonction. Il faut quelqu'un qui soit le bourgmestre à temps plein pour relever les défis qui sont énormes au niveau d'Evere. Oui, une réponse rapide. La réponse, Ridwan elle est dans Chaïd. les actes, M. Pazès. Les actes, c'est notre bilan. Notre bilan, il est clair. Il est là et les Éverrois et les Éverroises le voient tous les jours. Alors, que l'opposition ne le voit pas, c'est normal. Elle n'est jamais sur le terrain et on la voit une fois tous les 6 ans. Sinon, on ne la voit pas dans nos actions, on ne la voit pas dans nos activités communales. Ils ne sont jamais présents. Donc forcément, ils ne savent rien des Verts. Pour le reste, les Éverroises et les Éverrois, ils me connaissent. Ouais. Et ils connaissent ma force de frappe. Et ils connaissent mon énergie et les actions que je mène depuis 12 ans à leur service. Et donc le fait de dire aujourd'hui que, et c'est un peu la différence entre effectivement moi et M. Tali, c'est que M. Tali, lui, il rêve d'être bourgmestre. Moi, je rêve de changer la vie des gens. Je ne rêve pas d'être bourgmestre. Moi, je rêve de changer la vie des gens. Moi, je ne veux pas une fonction. Je veux pouvoir faire en sorte que le quotidien des gens change. C'est différent. Ouais. Alors, Philippe Michaud, comment jugez-vous les propos de Ridwan Chaïd? On ne vous a pas vu pendant 6 ans, vous avez été absent. Comment vous jugez ça et son attitude aujourd'hui? On a été très présents, on a organisé dans la mesure de nos moyens des activités aussi sur Evere. C'est un travail, à mon sens, bourgmestre, un travail à temps plein. Personnellement, je travaille aussi sur le côté, donc je suis indépendant depuis 1998. J'investis énormément de temps pour la commune, les conseils communaux. Donc, être bourgmestre demande certainement à être présent à temps plein. La facilité que la majorité a, évidemment, c'est qu'elle a les rênes en main. Elle est présente, elle participe à toutes les activités. Moi, personnellement, quand je suis chez un client, je ne sais pas me dégager le matin d'une inauguration. C'est très difficile d'être à 100% présent sur le terrain quand on n'a pas la possibilité de s'investir à temps plein. Oui, alors Pascal Fraison, est-ce qu'il faut un bourgmestre à temps plein ou pas? Alors oui, certainement, un bourgmestre à temps plein. Et je pense aussi pouvoir dire qu'il est important d'être également à temps plein quand on est échevin. Dans une commune comme Evere, il y a du travail tous les jours, il y a du travail de terrain, il y a du travail aux côtés de l'administration. C'est un devoir et c'est quelque chose que l'on doit à celles et ceux qui nous ont élus, mais c'est un devoir et c'est quelque chose que l'on doit aussi aux membres de notre personnel qui, eux, sont présents tous les jours. Et donc, je pense qu'effectivement, quand on est mandataire politique, on doit être présent à tout le moins 5 jours sur 7, exactement comme le personnel. Et en ce qui concerne le décumul, moi, ma position était très claire. Moi, je pratique le décumul. Je me suis forcé à décumuler. J'ai démissionné de mon emploi de salarié pour exercer ma fonction d'échevin. Et je trouve que c'est comme ça que les choses doivent aller dans une société moderne. Oui, alors Véronique Sylvie Mbombo, vous avez décidé, donc vous étiez dans l'opposition à la base, vous avez décidé maintenant de soutenir le collège de l'extérieur. Pourquoi cette situation et comment voyez-vous les enjeux à l'avenir? J'aimerais d'abord rectifier une chose. J'ai fait partie de cette majorité depuis le début de la législature. Donc, voilà. Mais je pense que, comme viennent de dire les autres, quand on est bourgmestre, on l'est à temps plein. Parce qu'en fait, on est chef d'une équipe.
qu'on gère au quotidien. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant, laissons à M. Chaïd le temps de faire son choix, de décider s'il va occuper d'autres fonctions ou qu'il restera comme bourgmestre. Donc je ne vois pas en quoi cela poserait de problème. On est tous d'accord qu'être bourgmestre doit être un travail à temps plein. Donc espérons que s'il fait ces choix-là, il restera à temps plein chez nous pour... Oui, c'est la question du décumul, hein, surtout parce que certains disent, on lit à certains endroits, Ridwan Chaïd, que ce serait David Cordonnier, premier échevin actuellement. Donc ça, c'est encore des plans sur la comète, des gens qui parlent pour essayer de décrédibiliser l'équipe sortante. Je défie qui que ce soit, de dire que je n'ai pas été présent en 12 années sur le terrain éverois et que je n'ai pas géré mes dossiers. Je défie qui que ce soit de le faire. Ouais, alors je vous souhaite bonne chance de trouver... C'est quoi le bilan en fait? C'est quoi la situation financière? C'est quoi la situation financière de la commune? On va en parler. 6 millions oui, on en parlera. 6 millions d'euros de déficit cumulé. On est sous tutelle. Vous allez en 2009, la commune des Verts était dans la 3e commune la plus accueillante du pays, la première bruxelloise. Allez regarder le service population aujourd'hui. Allez regarder. Il a été fermé 6 fois. Donc, moi, j'entends le bourgmestre qui m'explique que je suis sur le terrain. C'est super d'être sur le terrain, mais à un moment donné, c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan de cette majorité financièrement? En termes de propreté publique, en termes d'accueil au service de population, en termes de création de places de crèche, parce que j'entends par exemple que la majorité communique sur le fait qu'ils ouvrent des places de crèche. Par contre, ils se gardent bien de communiquer sur le fait qu'ils en suppriment. Et je trouve par exemple cette manière de faire en présentant un bilan de manière biaisée, malhonnête intellectuellement. Je suis désolé. Quand vous avez la liste du bourgmestre qui explique qu'il crée 28 nouvelles places de crèche en oubliant de dire qu'ils en ferment 24, pour moi c'est de la malhonnêteté intellectuelle et ça fait partie du bilan de la majorité. Alors Pascal Fraison, est-ce que vous êtes fier du bilan et vous vous dites si on vient frapper à ma porte, je suis d'accord de recommencer ou de continuer avec la liste du bourgmestre pour autant que les électeurs en décident évidemment, hein. Écoutez, moi, je représente une force d'appoint, évidemment. Donc, je n'ai évidemment pas la main. Défi à 4 sièges aujourd'hui et 2 membres dans le collège. Nous, on sera prêts, effectivement, à travailler avec celles et ceux qui auront lu notre programme et qui voudront en appliquer mais du la bilan, majeure partie. vous êtes fier du bilan de cette majorité? Vous vous dites, si on pourrait remettre ça avec la liste du bourgmestre si on vient nous chercher? Alors, on peut être fier du bilan parce qu'on a quand même mené une politique progressiste et on est quand même passé à travers la crise sanitaire et la crise énergétique qui a entraîné des coûts très importants pour la commune. Et donc oui, on peut être fier de ça, oui, je pense, effectivement. Oui, Philippe Michaud, vous partagez cet avis. Quel bilan tirez-vous globalement? Parce qu'on va entrer dans le détail dans quelques minutes, hein. Donc je considère qu'il y a du boulot qui a été fait. Vraiment, la commune a avancé. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est les choix qui ont été faits pour certains investissements, mais on y reviendra. Oui, vous vous voyez comme partenaire potentiel de la majorité? Mon but est très certainement de participer à la gestion de la commune. Ouais. Donc voilà, les résultats des élections seront ceux qui sont. Je ne sais pas anticiper là-dessus, c'est une grande inconnue. Mais en tout cas, il y a du boulot qui a été fait, mais peut-être qu'on aurait dû choisir d'autres options que certaines options qui ont été prises. Oui, alors Véronique Sylvie Mbombo, dans certaines communes, on a vu un rapprochement des listes communes entre maires et engagés. Ce n'est pas le cas chez vous. Pourquoi ? Il n'a jamais été question de ces rapprochements. Nous n'en avons pas parlé avec le MR. Nous avions en tout cas l'intention de porter notre propre liste. Donc la question n'a jamais été à l'ordre du jour. Donc, oui, Philippe Michaud, même question pour vous. Pourquoi pas de rapprochement? C'est le cas dans certaines communes, hein. Oui, non, on n'a pas eu de rapprochement. Peut-être parce que Sylvie est dans la majorité. Voilà, elle n'a peut-être pas tenu à ce qu'on se voit. Oui. Alors Hicham Tali, est-ce que vous voyez, vous, être le moteur d'une majorité, ou alors si on vient frapper à votre porte, vous vous dites, OK, je suis d'accord pour participer à une majorité? Moi, je souhaite être le moteur d'une alternative pour les Verts, vraiment. Une politique de changement, de rupture avec ce qu'on a connu depuis 1947, depuis 77 ans. Et donc, je pense que vous ne voulez plus du PS au collège, quoi, si j'ai bien compris. Nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est que les Éverois s'expriment. Et s'il y a une majorité d'Éverois qui souhaitent du changement, alors on suivra cette majorité d'électeurs éverois, mais d'abord l'électeur éverois doit s'exprimer. On souhaite apporter un nouveau souffle dans une gestion qui est un peu... On gère les affaires courantes un peu à Evere. On parle très peu de politique avec le citoyen. On ouvre très peu le conseil communal extérieur. C'est un conseil communal qui n'est pas filmé. Ça fait à peine 1 an qu'on a le détail des votes sur les PV du conseil communal, pardon. Et ça fait 10 ans que je le demande. Donc, il y a juste très récemment
quand vous lisiez le PV du conseil communal, vous ne saviez pas qui avait voté pourquoi. Alors cette majorité alternative, quelle serait-elle selon vous? On ne va pas faire de plan sur la comète. Il faut d'abord laisser les Éverois s'exprimer et en fonction du rapport de force, on regardera ce qui est possible. Mais je pense que d'abord les Éverois doivent s'exprimer et montrer la volonté qu'ils souhaitent. Juste une réponse sur la transparence des décisions au conseil communal, sur la gouvernance. Votre réponse à ces critiques, Ridwan Chahi? Écoutez, la réponse elle est simple. Il suffit d'aller sur le site internet de la commune pour voir que nous sommes une commune qui a évolué en matière de transparence, que ces 6 dernières années, nous avons été plus que transparents. Nous avons été une des communes avec Watermal Beaufort notamment, où nous avons fait en sorte que toutes les décisions soient reprises sur nos sites, que tous les subsides soient repris sur nos sites, que tous nos rapports d'activité soient repris sur nos sites. Donc tout est clair. C'est une obligation. Il y a des communes qui ne le font pas. Non, c'est une obligation d'ordonnance. Je suis désolé, c'est une obligation d'ordonnance. Ne faites pas croire que vous faites quelque chose de positif alors que c'est une obligation légale. Je suis désolé. Vous terminez, M. Chahit, et puis on rentre dans le premier sujet. Ça, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui à Evere, c'est d'avoir une opposition qui n'accepte pas la critique et le débat. C'est un peu difficile parce que quand vous avez un membre de l'opposition qui n'est pas mature et qui n'est pas rationnel et qui est dans une logique de pouvoir contredire pour contredire parce qu'il a la haine par rapport à des personnes, c'est difficile d'avoir un débat. Vous parlez d'une querelle de personnes entre vous, c'est la haine entre vous. Effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de critique sur le débat et sur le fond. Et donc pour terminer, on n'a jamais été à un moment donné, la tutelle est là, et elle nous contrôle sur la transparence et sur la bonne gouvernance. Et je ne me souviens pas avoir reçu de la tutelle ou de qui d'autre des notifications qui nous indiquent que nous n'étions pas transparents. Alors sur la vidéo, c'est un choix qu'on a voulu faire parce qu'on veut que les citoyens se déplacent au conseil communal et qu'ils se rendent compte de par eux-mêmes comment se fait. Alors M. Tali, une réponse, est-ce que c'est un conflit de personnes? Est-ce qu'il y a une haine entre vous et Ridwan Chahi? Je laisse M. Chahit avec ses mots, c'est lui qui parle de haine. Je constate simplement que M. Chahit s'est engagé, et j'invite à poser la question, que le conseil communal soit filmé. C'est un engagement qu'il a pris au niveau du conseil communal, il n'a pas respecté sa parole. Quand il me parle de transparence, je rappelle que je les ai épinglés parce qu'aucun des membres du collège cette législature en 2022 n'avait rentré sa déclaration de mandat. Ils ne l'ont pas fait. Donc dire que la commune... Aucun n'avait fait dans les délais, M. Chahit, s'il vous plaît. Et puis après, quand il parle de critiques non constructives, chaque interpellation que vous faites au conseil communal pour dire qu'il y a eu un dysfonctionnement, c'est vécu comme une agression ultime. Pourquoi vous contestez la politique qu'on fait depuis 77 ans? C'est un problème. Alors, Monsieur Michel, pardon, est-ce que vous faites le même constat sur les soucis de transparence ou pas? Comme ça, on va évacuer le débat. Si, mais il faut avoir la volonté d'aller voir et de chercher l'information. Ceci dit, un conseil communal filmé, ce serait bien. Ça permettrait aux Éverois de repasser en revue ce qui s'est passé au conseil. Parce qu'il faut le dire, on a 45 000 habitants, mais il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont présentes au conseil. Ça fait quand même très peu de monde qui vient voir. Par contre, quand on a eu le Covid et qu'on a eu des conseils communaux en distanciel, là, on voyait sur les réseaux sociaux pas mal de gens qui suivaient l'affaire. Alors peut-être que c'est une possibilité qu'il faudrait mettre en œuvre. Je pense que ce serait nécessaire. Et par rapport aux critiques, j'aimerais aussi souligner que quelquefois, quand j'ai apporté des motions, je me suis un peu fait réprimander par rapport à ce que je proposais. C'est-à-dire réprimander, soyez plus clair. Disons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été quand même un peu violent par rapport les réactions que j'ai eues, même des réactions à titre personnel. Des critiques à titre personnel, bon, on s'est un peu expliqué après, mais ceci dit... Et vous visez qui, en fait, la majorité, puisque... mais on s'est vu après, c'est pas ça. Mais ceci dit, c'est sur le moment même, on apporte quelque chose. Ce ne sont pas des attaques personnelles. C'est, à mon sens, ce qu'on a essayé de faire, c'est des attaques... Enfin, pas des attaques, mais en tout cas, faire remarquer que certaines choses c'était à titre général, mais ça a été pris à titre personnel. Alors, Pascal Fraison, est-ce qu'il y a des efforts à faire en termes de transparence, de gouvernance? On peut toujours faire des efforts. Et je pense qu'effectivement, si à un moment on doit constater qu'il y a une demande pour des conseils communaux filmés et que la technologie est accessible à un coût acceptable, je pense qu'il n'y aura pas de blocage énorme pour mettre ça en place. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la situation particulière qui est un petit peu la mienne, c'est qu'on joue un petit peu à qui veut prendre ma place, sachant vous visez qui, là, alors ceux qui sont face à moi et peut-être dans une moindre mesure. Hicham Tali l'a pas dit. Non, il l'a pas dit, mais en tout cas pendant 6 ans, c'est ce qu'on a ressenti, de se dire à un moment, oui c'est vrai, la liste du bourgmestre est incontournable, mais à un moment on peut interchanger des filles avec une autre formation politique, et j'en suis conscient aussi. Oui. Alors vous voulez remplacer des filles, Monsieur Michel?
Moi, j'aimerais bien avoir une gestion et un collège qui soit constructif et qui ait envie d'avancer pour le bien-être du citoyen. Ouais. Donc, construire quelque chose ensemble, avec qui, je ne sais pas, mais... Oui, alors Véronique Sylvie Mbombo, vous êtes candidate Echevin avec, en collaboration pour entrer dans une majorité avec la liste du bourgmestre et remplacer Défi. Écoutez, laissons d'abord les lecteurs décider. Le 13 octobre, on verra bien avec qui on prend des contacts, avec qui on fait quoi. Je ne peux vraiment pas décider. Je ne veux prendre la place des personnes, en tout cas. Oui, et sur la gouvernance et la transparence, est-ce que vous trouvez qu'il y a du boulot à faire dans ce domaine? Et si oui, comment? Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Mais moi, personnellement, j'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec cette équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui prend mon micro pour aller dire « j'ai constaté, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi, ce que je fais, c'est que soit je prends contact avec le bourgmestre, je prends contact avec les échevins compétents, ou je vais voir le personnel communal pour dire il y a quelque chose là-bas, un citoyen m'a interpellé par rapport à telle situation, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Et en général, j'ai toujours des retours positifs. Donc, c'est ma façon à moi. Oui. Mais juste une question, parce qu'on l'a posée à chacun. Oui. Est-ce que vous êtes favorable au fait que l'on filme les conseils communaux? Je ne... Aucun problème avec ça. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que ce sera un exercice démocratique que vous apprécieriez? En tout cas, si c'est la volonté de tout le monde, ça ne me poserait aucun problème. Ça n'a jamais été mon souhait à moi, mais si c'est ce que tout le groupe décide, si cela est voté, ça ne me poserait aucun problème. Ouais. Alors, Ridouane Chait, une dernière question, je vous demanderai une réponse rapide. Si vous avez la main, votre partenaire de majorité naturelle, ce serait qui? Naturel, il n'y en a pas, mais ça ne sera pas un partenaire qui crée le chaos comme il a pu en créer dans d'autres communes, notamment dans le cadre du plan Good Move. Donc pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on veut un partenaire qui sera un partenaire qui s'alliera au maximum, qui aura des convergences avec notre programme. Donc ce ne sera pas École Ground, si je vous ai bien compris. Mais M. Attali a clairement dit qu'il veut l'alternance. Ouais. Donc, très bien, alors on va passer au premier sujet maintenant, et c'est l'augmentation de la population. On l'a dit, elle a augmenté de 9% depuis 2018, et un chiffre encore, il y a presque 1800 enfants de moins de 3 ans dans la commune. C'est dire si les besoins en services sont nombreux. Alors créer de nouvelles places de crèche ou créer de nouvelles places dans les écoles, c'est une nécessité, mais comment faire? Parce qu'il y a une liste d'attente énorme dans les crèches, notamment. Écoutez, par exemple, ce qu'en pense la responsable du service petite enfance de la commune. On en arrive à avoir 6 crèches francophones communales sur Evere, une crèche néerlandophone, et le tout nous permet d'avoir 305 places disponibles. Les listes d'attente, c'est difficile d'en parler parce que c'est énorme, mais il y a une pression de ces listes. On est dans des centaines de demandes, évidemment. Il nous faut absolument avoir des priorités parce que les demandes viennent de toute personne en dehors de Bruxelles, autant que dans la région que de la commune. Et dès lors, on est obligé de voir un petit peu déjà avec nos habitants les possibilités qu'on peut leur donner. Voilà, je vais vous donner la parole sur ce thème parce qu'elle raison, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors, on trouve dans votre programme la nécessité de créer des places en crèche, dans les écoles. Comment on fait concrètement avec les moyens dont la commune dispose? La grande crainte, évidemment, c'est d'être certain de pouvoir en assumer le coût. Et donc, effectivement, créer des places de crèche, créer des places dans des écoles, c'est fondamental pour pouvoir donner à la population le besoin, de remplir le besoin de places de crèche pour que les enfants puissent être accueillis. Mais effectivement, il faudra pouvoir en assumer le coût. Et là, il faudra être particulièrement prudent et poursuivre la trajectoire d'assainissement des finances communales. Oui, on parlera des finances, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre des engagements en disant on créera des places de crèche, on créera une nouvelle école, une école secondaire, puisqu'apparemment, il y a un besoin énorme dans ce domaine?
Est-ce que ces engagements-là, vous pouvez les prendre ou pas? Alors je pense que la priorité devrait être les places de crèche plutôt que l'enseignement secondaire. Je pense que l'enseignement secondaire sur le territoire de la commune, on a effectivement l'une ou l'autre école, notamment du réseau libre. Et ça, pour moi, effectivement, c'est pas une priorité. Donc d'abord la petite enfance, parce que ça répond à un besoin criant des jeunes ménages, effectivement. Alors Véronique Sylvie Mbombo, vous, est-ce que vous pouvez vous engager en disant si je suis dans une majorité, on créera des places de crèche et on créera des places dans les écoles? Dire que je me battrai pour ça, oui, je le dirai tout de suite. Maintenant, il faut que nous ayons les moyens de le faire. On ne peut pas dire j'ai fait si je n'ai pas les moyens de faire. Si les moyens le permettent, c'est quelque chose pour laquelle je me battrai parce que j'ai été moi-même maman d'un petit garçon. Je sais comment mon petit garçon allait chez une gardienne privée à Watermal-Boisfort. Et donc, je travaille avec des filles qui, surtout pendant les périodes des vacances, ont du mal à concilier vie familiale et professionnelle. Et donc, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et donc, c'est un thème pour lequel je me battrai. Ouais, vous, dans votre programme, M. Michaud, vous êtes clair. Hein, il y a la création d'une école permettant une immersion complète dans une seconde langue. Vous dites que c'est un engagement que vous prenez, en fait. Oui, mais de nouveau, il faudra avoir des moyens. Donc, on revient toujours à la même question, c'est les moyens. Est-ce qu'on a la possibilité de créer tout ça? Ceci dit, pour les crèches, si je reviens aux crèches, mes enfants étaient à la crèche à Evere, dans une crèche privée aussi, qui a disparu maintenant, ce qui s'appelait les Bambis. Mais c'est nécessaire dans notre société de pouvoir offrir des places de crèche, compte tenu que les mamans travaillent, que les parents travaillent et qu'il faut pouvoir faire surveiller ses enfants. Donc c'est certainement une priorité, comme ça a été dit, je me battrai pour en avoir, mais maintenant, c'est le gros problème, c'est avoir des sous. Oui, parce que vous aussi, vous le dites dans votre programme, Ridwan Chahit, ouvrir une nouvelle crèche communale, ça nécessite la recherche, l'acquisition, l'aménagement d'un endroit adapté. Vous avez déjà des pistes pour tous ces domaines, pour que ce soit effectif dans quelques années? Alors moi, je pense effectivement qu'il faut investir dans la petite enfance. On a déjà lancé une première étape sous cette législature, en faisant des extensions de places dans des nouveaux bâtiments qui sont beaucoup plus agréables pour les parents et pour les enfants, évidemment. Et donc, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il y en a principalement deux. Soit on fait comme on a fait pour la crèche francophone aujourd'hui, c'est-à-dire aller chercher des subsides qui nous permettent d'acquérir une nouvelle crèche, soit pouvoir négocier avec la région pour que les charges d'urbanisme qui doivent encore tomber pour certains bâtiments soient toutes concentrées pour l'acquisition d'une à deux crèches publiques, puisque aujourd'hui, c'est le principal problème, c'est que nous sommes en déficit, c'est vrai, il faut pouvoir l'avouer, de crèches publiques à Evere. Il y a des crèches privées, mais nous, notre objectif, c'est de pouvoir donner la possibilité d'avoir des crèches publiques. Pourquoi des crèches publiques? Parce que les crèches publiques sont évidemment moins chères que les crèches privées. Oui, mais il y a des options rapidement qui peuvent être prises, comme à Etterbeek, par exemple, essayer de trouver de l'argent chez le citoyen, des bons communaux, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, mais voilà, il y a des options où on pourrait pas mobiliser l'épargne citoyenne, en fait. Mobiliser l'épargne citoyenne qu'il faut écarter dans ce cas-là, puisque je vous l'ai dit, il y a un déficit en matière de crèche, il faut pouvoir y investir. Alors Hicham Tali, vos engagements dans ce domaine? Mais donc notre engagement, c'est déjà de dire, Evere, c'est 30 places pour 100 enfants. C'est la 194e commune sur 272 en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'accueil des enfants. C'est un résultat qui est catastrophique et c'est le bilan de cette majorité. Notre engagement, Écolo Groen, c'est de faire mieux que ce classement-là, qui est indigne. 30 places pour 100 enfants, c'est largement insuffisant. Et notre engagement, si on est en majorité, c'est de faire mieux que cette 194e place pour l'accueil des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, mais ça, c'est un engagement que vous prenez. Est-ce que les moyens vont suivre? Je veux dire, est-ce que s'il faut rogner sur d'autres dépenses, vous dites on le fera pour les crèches. On le fera pour les crèches parce que c'est une priorité. Vous savez, je suis dans la confidence, je vais être papa en mois de février, j'attends une petite fille. Et c'est une priorité, pas que pour moi, mais pour l'ensemble des Éverois. Et donc oui, ça doit être une priorité pour la prochaine législature et on doit s'y atteler. Ça doit être la priorité de la prochaine majorité. Oui, je vous ai vu, vous êtes dubitatif en fait. C'est qu'en fait, la réalité est tout autre. Vous savez comme moi que pour créer des crèches, pour
créer des places, il vous faut des agréments, il faut que l'ONE soit d'accord, il faut que la Fédération Wallonie-Bruxelles vous valide. Et sous l'ancienne législature de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre écolo en charge de la petite enfance ne nous a pas soutenus. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut être aussi honnête à un moment donné. J'anticipe juste Voilà. tout au long du débat, je vais vous dire ce qui va se passer. Tout ce qui fonctionne bien dans la c'est moi commune, qui suis maître du débat. bien sûr, mais tout ce monsieur qui fonctionne Tali, bien dans la commune, ce sera le résultat de la politique de M. Chahid. Tout ce qui ne fonctionnera pas, ce ne sera pas eux, ce sera soit un bourgmestre écolo, soit un ministre écolo, soit quelqu'un d'autre, etc. Non, mais j'annonce parce que j'attendais cette réponse ici pour justifier le fait qu'on soit aussi mal classé pour l'accueil de la petite vous, enfance monsieur en Fraison, fédération quelle est votre vision Wallonie-Bruxelles. des choses? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu créer de nouvelles places dans la législature cette créé des législature nouvelles places, Oui, mais pas mais assez. pas assez. On a créé des nouvelles places, mais pas suffisamment. Ben, félicitons déjà M. Tali pour sa nouvelle paternité. Merci. C'est aussi des choses qui sont agréables à entendre Voilà. et à Un moment de souhaiter. concorde dans ce débat. Donc, ce Allons-y. qui est important, ce qu'il faut aussi, il faut se concentrer sur le fait que créer des crèches, ça veut dire que ça aide aussi les jeunes mamans à garder un emploi. C'est important. Une école, par exemple, une école secondaire, on peut imaginer que les enfants se rendent dans la commune voisine ou un petit peu plus loin avec les transports en commun ou à vélo, c'est pas un problème. C'est beaucoup plus difficile pour les enfants et c'est en cela que c'est une priorité. Maintenant, comme M. Chahid l'a expliqué, il faut trouver les lieux, monter les projets, obtenir les agréments et ainsi de suite. Et tout ça, ça prend effectivement du temps. Et puis, il faut assumer le coût de l'entretien, le personnel, etc. également. Oui. Alors, qui dit nouveaux habitants dit densification et Vert, c'est une commune qui se densifie. Alors, jusqu'à quel point, jusqu'où faut-il aller? C'est le débat que l'on va ouvrir maintenant. Et avant cela, je voudrais faire un petit tour de table sur un point qui n'est pas dans vos programmes respectifs, mais je voudrais quand même avoir l'avis des uns et des autres sur le sujet. C'est la fameuse urbanisation de la friche Josaphat. Elle est en partie sur Evere. On sait qu'il y a un premier projet qui a été retenu. Un tiers des 10 hectares de friche devraient être urbanisés, mais on en est là aujourd'hui. Monsieur Michotte, est-ce que vous êtes pour l'urbanisation de la friche Josaphat côté Evere? Dans notre programme, on a mis un point au sujet de la friche Josaphat. Donc, nous, ce qu'on voudrait, en tout cas l'idée que j'avais proposée, c'était peut-être d'utiliser les 25% de la friche Josaphat pour faire autre chose que du logement, la partie Scarbet avec logement, mais au-dessus de la gare d'Evere, on pourrait imaginer d'autres infrastructures qui pourraient servir aux Éverois, comme un marché couvert, relancer tout ce qui est marché local, tout ce qui est production locale. Changer un peu la façon de voir nos habitudes, au lieu d'aller au grand magasin, au Carrefour, au Deleuze, c'est déplacer peut-être les marchés dans un endroit qui serait ouvert, peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas 7 jours sur 7. Ça permettrait à pas mal de producteurs locaux de venir, mais aussi d'attirer pas mal de monde, puisqu'on est au-dessus de la gare avec les trains S. Ça permettrait à pas mal de monde de Bruxelles de venir faire leurs courses ici, chez nous, à Evere. Alors, Véronique Sylvie Mbombo, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette friche, en tout cas du côté éverois? Écoutez, je pense qu'à cette question-là, je répondrais plutôt que je préfère prendre plutôt la température auprès de la population, au lieu, comme ça, les mesures qui seront prises tiendront compte en tout cas de l'avis de nos concitoyens plutôt que de m'avancer en disant j'aimerais que telle chose soit faite. Je sais qu'en dernier ressort, c'est l'autorité qui décide finalement de ce qui sera fait ou pas, mais c'est quand même mieux de toujours prendre la température. Parce que si je lis votre programme, vous indiquez qu'il faut préserver les espaces non construits restants et les valoriser en faveur des Éverois. Ça pourrait concerner la friche Josaphat. Ça pourrait concerner cet espace, mais comme je dis, je pense qu'il faut toujours aussi écouter ce que les citoyens disent. C'est une proposition que nous faisons. Nous disons aujourd'hui il y a suffisamment de bâtis sur la commune des Verts et les espaces restants peuvent peut-être être préservés comme espace vert ou comme espace pour toute autre chose que du bâti, mais toujours en prenant l'avis des Éverois, quoi. Alors, Ridouane Chahid, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit? C'est un terrain régional, hein, mais voilà, Oui, la commune aura son mot à dire. Hein. On a remis un avis qui était défavorable par rapport au projet
qui est pour le moment sur la table. Et on pourrait, par exemple, demander à la région, sur les 25% qui concernent Ever, de créer des équipements collectifs comme des crèches ou des salles sportives. On pourrait imaginer que, comme les 75% restants sont déjà destinés à du logement, à des écoles, etc., on pourrait estimer justement que la région pourrait faire un investissement public qui soit, à ce moment-là, géré par la commune d'Ever. Oui, Pascal Fraison. Oui, je vais dans ce sens-là aussi et je vais aller également dans le sens de Mme Mbombo où effectivement il faut tenir compte de la vie de la population. 2 éléments. Le premier, c'est qu'il faut tenir compte des équilibres et qu'il y ait un équilibre entre les fonctions commerciales, les services collectifs et le résidentiel et également la protection de la biodiversité. Je pense que c'est très important. Il faudra aussi assurer la fluidité du trafic au sein de ces espaces qui vont être créés et urbanisés. Et donc là, il faudrait être particulièrement attentif au niveau de la commune parce que ça va faire évidemment un report de charges sur le territoire communal. Oui, alors dans votre programme, vous dites ouvrir la consultation citoyenne largement pour les projets importants. Vous êtes aussi pour une vaste consultation sur la friche Josaphat. Mais quelle est votre philosophie pour l'avenir du site ? Surprise pour le groupe Écolo-Groen par rapport au fait de vouloir préserver la friche Josaphat dans son état actuel. On était contre son urbanisation. Et aujourd'hui, effectivement, si un projet devrait avoir lieu, au minimum consulter les riverains immédiats. Mais en l'état, nous, on préfère préserver cette friche. Il faut savoir que Ever, c'est une commune-village, une commune avec beaucoup d'espaces verts. Les gens viennent y habiter pour ce caractère-là. La densification d'urbanisation ces dernières années a créé vraiment un sentiment de changement important au niveau de la commune. Nous, on veut freiner ça, surtout qu'on se rend compte que l'afflux de nouvelles populations, ça crée des besoins en équipement et on est chaque fois un peu en retard. En fait, c'est l'œuf ou la poule. Donc, on préfère garder le caractère espace vert de cette friche Josaphat, en tout cas rien faire tant qu'on n'a pas consulté les habitants. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé M. le bourgmestre faisant fonction, il y a un avis négatif qui a été rendu par la commune lorsqu'elle a été concertée par la région. Oui, alors en termes de densification, on fait quoi ? Vous dites par exemple dans votre programme, M. Michotte, il faut limiter la hauteur des nouveaux bâtiments pour préserver le caractère de la commune. Est-ce que Ever a encore besoin de densification hors friche Josaphat ou alors est-ce qu'on doit se contenter du bâti existant à transformer ? En tout cas, des bâtiments, des tours comme on a au-dessus du Medipharma, c'est Medipharma je crois. Je ne sais pas si c'est indiqué, on se rapproche près de l'autoroute, mais certainement garder la hauteur des bâtiments à un certain niveau, dépasser 5-6 étages, ça commence à devenir... Ça rend la chose vraiment très dense. La partie du bas Ever est particulièrement sauvegardée ce genre de densification, puisque ce sont toutes des petites maisons. Peut-être tout en bas du côté de la gare vers le Mourasque. En tout cas, mon avis, c'est qu'il faudra aider toute cette partie-là d'Ever, puisque ce ne sont pas des nouvelles constructions, mais les aider à rénover leurs bâtiments et essayer d'éviter que tout ça reste vétuste, consomme énormément d'énergie. Voilà, ça c'est mon point de vue. Densifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ajouter des étages, ça veut dire démolir des bâtiments existants et peut-être construire d'autres choses. Mais je ne sais pas si c'est utile de passer à des gabarits qui sont... excessif. Ouais. Une petite précision sur un point de votre programme, Pascal Fraison, vous dites qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. Vous avez une crainte d'étalement urbain à Ever. Qu'est-ce que ça pourrait menacer comme espace, cet étalement urbain ? Et la difficulté, c'est que quand les familles s'agrandissent, que les enfants deviennent grands, ils veulent habiter à proximité de leur famille. Et ils cherchent donc des logements, ils cherchent donc à se loger, soit dans le locatif, soit dans l'acquisitif, dans la région dans laquelle ils ont grandi, où se trouvent leurs parents, etc., etc. Et donc la pression sur le logement en région bruxelloise est énorme et on voit effectivement beaucoup de nouvelles constructions. Et je partage l'avis de M. Michotte. Moi, je reste quand même le défenseur d'un urbanisme à visage humain où on limite, tant que faire se peut, les très grands ensembles qui effectivement défigurent un peu La capitale nous rattrape aussi, c'est-à-dire que Bruxelles commence à s'étendre, donc on est quelque part un peu coincé entre préserver un village et peut-être répondre à des besoins des Bruxellois. Oui, vous parlez, Hicham Tali, dans votre programme de favoriser la rénovation et le fractionnement du vieux bâti. Ça veut dire que certaines maisons unifamiliales peuvent devenir des maisons à 2 ou 3 appartements. C'est souvent ce qui se fait en région bruxelloise, vu que le coût de l'acquisitif est de plus en plus important. On se dirige de plus
plus en plus vers du rachat par des promoteurs et des divisions d'immeubles. Ça permet d'avoir plus de personnes qui peuvent s'y loger, sachant que les cellules familiales sont moins grandes. Je rappelle qu'en région bruxelloise, la majorité des gens vivent seuls, en fait, 41%. Et donc, ça permet, sans augmenter l'urbanisation, de pouvoir loger plus de personnes. Et puis, ça permet aussi d'avoir des bâtiments qui sont remis à neuf, en fait, lors de cette division. Alors, on va parler de l'administration maintenant. Comment la rendre plus efficace? Elle a montré des signes d'essoufflement ces derniers temps. Et vers le service population particulièrement. Les agents communaux se disent débordés. Alors, faut-il réorganiser l'administration, engager du personnel supplémentaire? On va voir ce qu'en pensent nos candidats. Je vais vous donner la parole, Véronique Sylvie Mbombo, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors, vous avez constaté, j'imagine, cet engorgement à un moment donné au service population. Que faut-il faire pour qu'elle soit plus efficace, cette administration? Que faut-il faire pour qu'elle soit plus efficace? Nous pensons qu'il faut peut-être étendre les jours et les moments d'accueil. Par exemple, ouvrir sur l'heure de midi pour des personnes qui travaillent à temps plein, ouvrir le samedi matin, et puis nous avons déjà un jour, je pense en semaine, c'est le mardi, où l'administration communale est ouverte jusqu'à 19h30, 20h. Donc je pense que de cette manière-là, peut-être qu'il y aurait moyen de recevoir plus de monde, de traiter plus de dossiers, plutôt que dépenser... Oui, mais là déjà, le service population s'est dit débordé à certains moments. Est-ce que ça doit passer par des engagements ou alors des réorganisations internes au sein de l'administration? Je pense qu'il faut passer par la réorganisation, parce qu'on a parlé finances, donc je ne pense pas que ce soit le moment de commencer à engager, sauf si c'est vraiment nécessaire d'engager du nouveau personnel. Mais je pense qu'une réorganisation interne et peut-être, comme je disais tout à l'heure, un peu plus d'heures sur l'heure de midi, un samedi matin ou un samedi sur 2 matins, je pense que ça pourrait, un temps soit peu, résoudre le problème. Oui, Hicham Tali, vous parlez aussi d'heures d'ouverture élargies à certains moments, notamment au service de population. Pour vous, cette administration, elle est malade aujourd'hui? Écoutez, nous on a interpellé. Sur 9 ans, on a engagé l'équivalent de 0,15 équivalent temps plein en plus pour accueillir 9% de population en plus. Donc, on n'a pas mis les moyens. Vous avez un turnover infernal de sein de nos administrations, qui est d'une part par rapport aux conditions de travail, et parfois il y a certaines questions qui se posent sur le management quand on voit le taux d'absentéisme et de maladie au sein de l'administration. Et puis après, c'est la gestion tout court. Et donc nous, on est solidaires du personnel communal qui travaille d'arrache-pied, mais aujourd'hui, clairement, on passe de 2009, commune la plus accueillante bruxelloise, à quasiment un supplice pour les Éverois qui doivent se rendre à l'administration communale. On a fermé 6 vendredis de suite. 6 vendredis parce qu'on n'arrivait plus à accueillir la population. On ferme plus tôt. Donc vous pensez que c'est ouvert jusqu'à 12h30, vous arrivez, on vous dit « Ah non, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas vous accueillir à 11h, 11h15, c'est fini. » On a dû mettre du personnel de sécurité pour protéger nos fonctionnaires parce qu'il y a tellement de frustration de personnes qui attendent que ça crée des conflits. Et donc aujourd'hui, dire que ça fonctionne bien, c'est malheureusement absolument pas le cas. Et encore une fois, ça, c'est le bilan de la majorité actuelle. Et pour vous, il faut engager, alors, si j'ai bien compris. Bien, je rappelle que le service population, c'est les missions obligatoires de la commune. Et donc, c'est là qu'il faut d'abord investir en priorité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Ridouane Chahid? Il y a eu des lacunes en termes de gestion, en termes d'organisation? Ce que certains voient comme quelque chose de négatif, moi, je vois ça comme une opportunité. Evere a été une commune et est une commune attractive. Et donc, effectivement, entre 2014 et 2024, on a connu plus 7000 nouveaux ménages à Evere. C'est une réalité. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est dit tout simplement, pour pouvoir accueillir ces gens dans de bonnes conditions, il faut pouvoir leur mettre à disposition des besoins essentiels. On a créé une école primaire, on a créé une école... J'en arrive. On a créé une école néerlandophone, on a augmenté la capacité des crèches publiques, et donc, c'était les besoins essentiels dont les Éverois qui arrivaient sur notre territoire avaient besoin. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Parce que je rappelle quand même 2 choses. 1, il y a eu 2 crises, dont celle du Covid, qu'on a dû gérer. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid? La majorité des communes bruxelloises ont instauré des rendez-vous. Nous n'avons pas voulu mettre en place ces rendez-vous. Nous sommes en libre accès pour tous les Éverois.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous savez, nous, on ne parle pas, nous, on agit. Et donc, on a lancé, il y a un an, parce qu'engager, c'est bien, mais pour mettre ces gens, il faut les mettre où? Et donc, il y a un an, on a lancé une étude. On a attribué un marché de 50 000 euros à un bureau d'études qui a travaillé sur le réaménagement du nouvel espace accueil à l'administration publique. Okay, et donc, ce bureau d'études nous a fait des propositions. Il est en train de finaliser ses études. Et vous voyez ici tout un réaménagement qui nous permettra, à ce moment-là, de mieux réorganiser l'administration, de pouvoir avoir du personnel supplémentaire qui va, à ce moment-là, accueillir plus de monde dans des meilleures conditions. Mais dire que nous ne faisons rien, c'est tout à fait faux. Nous agissons et nous avons des études qui vont nous permettre maintenant d'introduire un permis d'urbanisme. Ça paraît des projets. On n'a même pas reconnu qu'il y a un problème. C'est ça que je trouve dommageable. Ici, on ne reconnaît même pas qu'il y a un souci. Et je trouve dommage de la part de la majorité, encore une fois, de ne pas reconnaître, même lorsqu'un problème est évident. Ouais, là, vous reconnaissez qu'il y a un souci, Monsieur Fraison, dans l'administration. Quand je vois votre programme, vous dites qu'il faut améliorer le cadre de travail, la gestion des ressources humaines, et vous dites également certaines lignes hiérarchiques sont en proie à une culture exagérée du contrôle. Ça veut dire qu'il y a un problème de management toxique, entre guillemets, à certains moments. J'évoque effectivement dans le programme que nous avons établi des tendances au micromanagement, mais ça ne concerne pas mais il y a un souci dans l'administration pour vous. Mais c'est un souci comme il en existe dans toutes les administrations, dans toutes les organisations humaines. Et avec M. Chahid, on a énormément travaillé à une rénovation de ces ressources humaines et à une approche beaucoup plus humaine et à faire bouger un petit peu l'administration et la dépoussiérer à certains moments. Oui, effectivement. Donc ce que vous nous dites, c'est que ce sera bientôt de l'histoire ancienne, ces problèmes au service population. Effectivement, M. Chahid vient de l'expliquer, parce que si on engage du personnel aujourd'hui, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait le mettre. Et effectivement, avec une infrastructure plus moderne, plus adaptée, on va pouvoir adapter et rendre un meilleur service à la population. C'est le but de l'opération. Vous êtes convaincu, M. Michotte? Alors, on est en sous-effectif, pas seulement au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des services communaux. Donc déjà, pour afficher, ils sont à flux tendu, mettre les affiches sur la commune. Donc c'est la même équipe qu'on essaye de dispatcher à différents endroits. Mais les échos que j'entends, parce que je ne suis pas toute la journée là, c'est qu'effectivement l'administration se sent un peu coincée en sous-effectif. Maintenant, il faudra engager. Engager, ça veut dire quoi? Des coûts supplémentaires, mais c'est certainement nécessaire pour pouvoir répondre à l'augmentation de la démographie des Verts. Ouais, et donc, élargissement des horaires, vous pensez aussi qu'on doit passer par là? Là, je veux dire, les gens travaillent la journée, c'est bien quand c'est ouvert en soirée. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont disponibles, enfin, qui doivent être disponibles en journée aussi. Il y a aussi des indépendants qui peuvent se déplacer. Là, je ne sais pas trop ce qu'il y a de mieux. Par contre, il y a peut-être moyen d'améliorer encore certaines choses. Il y a du travail qui a été fait, mais il y a certainement moyen d'améliorer avec les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle peut aider énormément ou rendre les choses plus rapides pour obtenir des documents, pour pouvoir répondre à des demandes de citoyens. Alors, est-ce que ça remplacera du personnel communal ou est-ce que ça aidera le personnel communal? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors on va passer à l'autre débat. C'est un débat qui divise aussi, pas seulement à Evere, mais à Evere également. Je vous le donne en mille, je parle de la mobilité. Pas de good move à Evere, mais pas de plan communal de mobilité non plus. Alors quelle politique mener à l'avenir? Une question pour vous, Monsieur Fraison. C'est vrai qu'il n'y a pas de plan communal de mobilité. Il n'a pas été terminé, il n'a pas été achevé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Nous avons un plan communal de mobilité, mais qui est obsolète, qui a une quinzaine d'années et qui ne répond donc plus aux besoins actuels en matière de mobilité. C'est un de mes grands regrets de la législature, de ne pas pouvoir avoir mis ça en route. C'était prévu. Et à cause de qui? À cause de quoi, M. Fraison? À cause de deux choses. En ce qui concerne la mobilité, la première chose, ce sont les moyens. C'est un plan qui demande des moyens qui sont quand même conséquents. On parle de dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire toutes les missions d'analyse, de concertation avec la population, les mesurages de vitesse, etc.,
à mener sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que le service mobilité, qui se partage entre les trois compétences, les travaux, la voirie et la mobilité, ne pouvait pas assumer à lui seul la réalisation d'un tel plan in-house. Et donc, on a dû faire des choix politiques. Moi, j'ai lâché ma part de l'Est en renonçant. On a imaginé à un moment le faire en plusieurs phases, en phasage et en saucissonnage, mais malgré ça, ça restait trop coûteux et trop lourd pour les services. Il a fallu renoncer, mais je pense effectivement que pour l'avenir, la prochaine majorité devra faire de l'établissement d'un nouveau plan communal de mobilité une priorité. Oui, et rapidement, vous dites qu'il faut limiter la circulation de transit. Il y en a trop à Evere, selon vous ? Oui, il y a trop de circulation de transit partout. Il y a la chaussée d'Act qui est normalement limitée à 30 km/h, qui est un axe de pénétration sur lequel je mets au défi la plupart des gens qui sont ici autour de la table de traverser en toute sécurité, quoi. C'est vraiment dangereux à certains moments. Et oui, effectivement, on souffre de trafic de transit dans la plupart des quartiers, que ce soit dans le haut, dans le centre ou dans le bas. Ouais. Alors, Ridwan Chahid, vous l'avez dit, pas de Good Move à Evere. Or, Good Move, c'est le projet du gouvernement. Et qui est à la tête du gouvernement ? C'est Rudy Vervoort. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à ça ? Non, il y a une divergence de vue sur la question. Donc, je me suis exprimé à maintes reprises sur ces questions-là. Je l'assume. Pour moi, on a vu dans certaines communes comme Anderlecht, Schaerbeek, la mise en œuvre de Good Move par écolo, ça a été le chaos. Ça a été la mort de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Ça ne sera pas le cas à Evere. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, un plan communal de mobilité, c'est entre 100 et 150 000 euros. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire qu'à Evere, effectivement, il y a du trafic de transit, qu'à Evere, il faut sécuriser un peu plus les pistes cyclables et qu'il faut renforcer les transports en commun. Si c'est pour payer un bureau d'études 150 000 euros pour qu'il me dise ça, je n'ai pas besoin de payer un bureau de 150 000 euros pour qu'il me dise ça. Alors, il y a des choix qui ont été faits, effectivement, et on a à un moment donné même été plus loin. On a demandé à la région s'il ne pouvait pas participer avec nous. M. Frezon a écrit un courrier pour demander s'il ne pouvait pas participer avec nous dans la mise en œuvre de ce plan de mobilité. On nous a répondu, si vous rentrez dans les conditions du Good Move, pourquoi pas ? Eh bien non, nous ne voulons pas du Good Move à Evere. Ouais, alors Hicham Tali, est-ce qu'il faut un Good Move à Evere ? Vous dites en tout cas, il faut développer un nouveau plan communal de mobilité. En tout cas, notre bourgmestre en fonction, il a déjà les constats, mais qu'est-ce qu'il a fait cette législature sur les 3 constats qu'il a tirés d'une étude qui n'a pas été faite ? Est-ce qu'il y a eu 1 millimètre de pistes cyclables sécurisées sur les voiries communales cette législature ? Oui. Non. Bah si. Non. Ou alors, les chemins qui m'a répondu lors de mon interpellation au conseil communal n'a pas dit la vérité. Sur les voiries communales exclusivement, il y a eu 0 mm de pistes cyclables qui ont été créées et sécurisées. Mais peut-être vous pouvez nous donner une indication de l'endroit où ça a été créé, monsieur le bourgmestre ? Eh bien, il y en a une entre le White Star et le boulevard Léopold III. C'est une co-construction région commune. Voilà, mais donc c'est pas sur les voiries communales, un projet communal et exclusif. Quand on a posé la question à votre chef de la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'avenir, à l'avenir, il faut concerter les habitants. Il faut que nos enfants puissent aller en sécurité à l'école. Et pour ça, il faut des voiries qui soient apaisées, limiter le trafic de transit. Bien sûr que le plan Good Move a eu des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été suffisamment concerté. Nous, ce qu'on veut, c'est concerter d'abord la population, mais surtout leur permettre de se déplacer avec leurs enfants de manière sécurisée. Il faut que nos enfants puissent aller à l'école de manière sécurisée. C'est une priorité pour nous absolue. Il faut réduire le trafic de transit et pour ça, il faut pouvoir faire des études. Vous savez, à Schaerbeek, ils ont un plan de stationnement. C'est même pas un plan de mobilité. Ils savent vous dire sur chaque voirie combien de véhicules stationnés, quand stationnés. Ici, à Evere, il y a absolument rien. Il y a ce qu'on appelle des rangs vélos qui vous permettent d'aller à l'école en vélo, qui sont sécurisés par des gardiens de la paix. Vous savez ça ? Bien sûr. Et donc c'est suffisant. Et vous pensez que c'est une bonne initiative ? C'est une excellente initiative. Okay. Mais est-ce que c'est pourquoi suffisant ? Pourquoi vous ne le soulignez pas alors ? Pourquoi vous ne dites pas c'est une excellente initiative de la majorité d'avoir mis en place des rangs vélos ? Pourquoi vous ne dites pas ça ? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans la négative ? Et pourquoi est-ce que vous ne soulignez pas les projets qui sont bons pour la commune ? Monsieur le bourgmestre, mais là, il y en a un, je vais le citer. Les rangs vélos. Des rangs vélos. Vous ne l'avez pas souligné. Vous dites que ça n'existe pas. Monsieur Tali, on termine sur les choses à mettre en place dans le futur. Et puis, je donnerai la parole à Madame Mbombo. Mais donc, il faut qu'on ait une politique de mobilité qui soit, comme l'a dit M. Frezon, c'est de 2004 qui date le plan, donc ça fait plus de 20 ans. On doit se mettre à jour pour éviter qu'Evere soit engorgé, surtout en heure de pointe, et surtout sécuriser. Et par exemple, il y a le point principal dont on s'oppose, c'est le projet Métro 3. On fera un tour de table. Voilà, je voudrais terminer sur les projets futurs à mettre en place. Quel est votre verdict sur la politique de mobilité, Madame Mbombo, et quoi mettre en place à l'avenir ?
Mais par rapport à cette question, je pense que il faudrait peut-être le faire en collaboration avec les communes. Les communes qui sont autour de nous. Il y a, quand on parle d'engorgement, quand on parle des véhicules qui viennent, qui passent chez nous, nous avons Scarbeck, nous avons Woluwe Saint-Lambert et il y a Aren de l'autre côté. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait en concertation entre les trois communes et puis c'est donner les moyens de pouvoir régler le problème des mobilités. Et on prend quelle option finalement? Est-ce qu'on limite le trafic de transit? Est-ce qu'on essaie que chacun ait sa place dans le trafic? Ou est-ce qu'on donne la priorité aux usages doux comme les piétons, les cyclistes ou autres? Je pense qu'il faut que chacun ait sa place sur la place publique. On ne peut pas dire désormais quel est le vélo. Moi, je pense que ceux qui ont des... Allez, il y en a qui ont une voiture et qui ont des jeunes enfants qui, à un moment, veulent se déplacer avec leurs enfants et ne peuvent pas nécessairement le faire à vélo. Ça dépend à quelle distance on se déplace. Et donc, il y a un moment où on a quand même besoin de prendre sa voiture. Donc, je pense qu'il faut laisser l'espace public il faut laisser de la place à tout le monde, même s'il faut privilégier à un moment la mobilité douce, mais on ne va pas complètement écarter la voiture et dire maintenant c'est pieds, vélo et trottinette, quoi. Ouais. Voilà. Votre avis sur le sujet, je vais citer votre programme. Vous dites on doit repenser la mobilité à Evere face aux enjeux environnementaux de santé et donc en se tournant vers des modes de transport durables. Ça veut dire pour vous qu'il faut réduire la place de la voiture sur le territoire de la commune? Réduire la place de la voiture ou peut-être avoir des voitures plus petites. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je voudrais reprendre ce que monsieur le bourgmestre a dit. Pourquoi faire appel à un bureau d'études si c'est pour faire des constats? Certes, faire des constats, des mesurages, mais ce qui est bien aussi avec un bureau d'études, c'est faire des anticipations, c'est faire des projections par rapport au futur et à la démographie qui augmente. Entre autres, la friche Josaphat, il faudra aussi anticiper, c'est de l'ordre de 4000 logements, je crois, qui sont prévus. Ça va faire un paquet de voitures aussi qui vont circuler dans... Le nombre de logements, ça reste à discuter. Je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge dans ce domaine. Entre-temps, il faut faire appel et avoir un plan de mobilité mis à jour. Ça peut être bien aussi, compte tenu de l'évolution de ce qu'on envisage en termes d'évolution de trafic. Maintenant, la partie mobilité... Mais quand douce. vous dites, par exemple, dans votre programme, il faut développer des pistes cyclables sécurisées, est-ce que vous partagez le constat qu'il n'y en a pas eu assez durant cette législature? Durant la législature, mais il y a eu une transformation d'une piste cyclable, c'est Cicéron, je pense, où on a essayé de protéger les cyclistes. Mais il y a certainement... Ce serait bien de faire peut-être plus, et donc je suis en contact aussi avec le GRAC, je crois qu'on a tous été contactés avec le GRAC, mais je suis un utilisateur de vélo, donc j'utilise beaucoup mon vélo, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, il faut trouver un compromis entre tous les moyens de transport, envisager peut-être des navettes aussi qui pourraient faire monter les gens du bas vers le haut et inversement pour faire leurs courses. Ça, c'est quelque chose, bon, la STIP, on peut prendre des bus, mais on n'a pas un système peut-être de navette. On peut envisager plein de choses, peut-être avec la STIP aussi. Voilà, c'est réfléchir et un bureau d'études peut amener certainement des solutions intéressantes. Alors, on fait un tour de table, comme prévu, sur le métro 3. Il est toujours indispensable à Evere, ce métro 3. Alors, si vous permettez, je voudrais juste réagir à ce que M. Bichot vient de dire, parce que je partage assez son avis sur la question. On a quand même des rues qui sont assez anciennes et assez étroites sur le territoire de la commune. Et si, effectivement, on installe des pistes cyclables sécurisées, on va supprimer une rangée de stationnement et M. Michotte, ou plutôt sa collègue du MR, sera la première à m'interpeller au conseil communal sur la diminution des places de stationnement. Alors je voudrais qu'on trouve là aussi un peu l'équilibre entre les choses qu'on propose et ce qu'on fait. Mais effectivement. C'est trouver un équilibre entre les différentes mobilités. Oui, on vous a entendu, métro 3, stop ou encore, M. Fraison? Alors pour moi, ça reste encore. Je pense qu'effectivement c'est indispensable pour le développement de la commune. On regrette évidemment le marasme financier dans lequel le projet est construit et effectivement il va falloir trouver des solutions, et on regrettera aussi le fait que finalement ça nous coûte aussi très cher parce qu'on n'a pas poursuivi
au moment où on a installé le métro en région bruxelloise, qu'on n'a pas veillé à l'étendre et qu'on a finalement renoncé sur pression de certaines communes qui ne voulaient pas voir le métro. Mais je vous parle d'un temps Pour vous, c'est stop, Hicham Tali? Moi, c'est stop. Vraiment, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et moi, j'ai rencontré les commerçants en place de la pêche. Ils commencent à prendre conscience de potentiellement la bombe que ça peut être. Ils ont rencontré les commerçants de Stalingrad, ils ont rencontré le président des commerçants de Stalingrad, ils se disent, en fait, le calendrier, il est intenable et financièrement, c'est intenable. Si demain, il se fait malgré tout, après 20 ans, avec un partenariat public-privé, qu'on vous dit, en plus de votre abonnement de la STIB, pour prendre ce métro-là, il faut rajouter 6 €, franchement, à quoi bon? Il y a 2 stations de métro, 2 stations de train sur Evere, il y a la gare de Scarbeck qui n'est pas si loin s'il faut mettre des navettes pour que les gens aillent dans le centre-ville. Ça peut se faire. Mais ce projet-là, il est pharaonique et il va défigurer la commune pour les 20 prochaines années. Et en plus, on n'a pas les moyens de le faire. Et donc, moi, je suis absolument opposé à ce projet dans la situation et dans le coût actuel tel qu'il est présenté. Ridouane Chahid, ça pourrait être une bombe pour les quartiers des Verts. Il faut peut-être rappeler, quand on parle de coût, que ce n'est pas un coût pour la commune, c'est un coût pour la région. Mais ce sera un coût des travaux, en tout cas. Je veux juste préciser oui, bien sûr. Mais est-ce que ça pourrait être une bombe en termes de gestion de chantier, durée de travaux, etc. Juste, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut, à un moment donné, diminuer la pollution dans la ville, diminuer le nombre de voitures qui rentrent en ville. Nous sommes une commune qui est limitrophe avec la région flamande. Donc, on a beaucoup de nafteurs qui rentrent par Evere. On a parlé de la chaussée d'Agde, de la chaussée de Louvain, etc., etc. Donc, si on veut diminuer ce trafic entrant, il faut pouvoir offrir des transports en commun de qualité. Alors, 2 choses. La première. Moi, je suis d'accord avec M. Tali de dire ça a un coût énorme. OK. Qu'est-ce que Ecolo Groen a fait au gouvernement bruxellois? Ils ont la compétence des transports au public pour améliorer la fréquence des bus à Evere, pour améliorer la fréquence du tram 55, pour augmenter la capacité du tram 55 sur Evere. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a interpellé. Rien. Zéro, nada. Mais le PS est dans le gouvernement aussi. Mais nous n'avons pas la compétence du transport public, M. Pézé. Ce n'est pas nous qui l'avons. C'est... Voilà, oui, j'ai bien entendu. Non, mais on n'est pas compétent des transports publics. Ici, on parle des transports publics. Oui, j'entends bien, mais là, pour vous, on a bien compris que c'était indispensable. Là, il y a des craintes par rapport au chantier, aux durées des travaux. Est-ce que ça peut entraîner dans les quartiers? Monsieur Tali parle d'une bombe potentielle pour certains quartiers des Verts. Est-ce que vous partagez son avis ou pas? Moi, je dis juste qu'à un moment donné, on ne peut pas crier au loup en disant on veut moins de voitures à Bruxelles et en même temps ne pas offrir une alternative en matière de transport en commun. Vous l'avez vu comme moi il y a une semaine, la SNCB, excusez-moi, je vais encore dire quelque chose qui ne va pas plaire, la SNCB, qui a la tutelle de la SNCB, c'est M. Gilles Quinet. Elle a annoncé il y a une semaine qu'à la gare Bordet, vous allez avoir une offre en moins pour aller vers la gare centrale. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Donc, moi j'ai juste envie de dire, je comprends que monsieur... Je termine. Les infrastructures existent déjà. Il y a la gare de Bordet, il y a la gare de Verre, il y a la gare de Scarbeck, il y a le tram 55. S'il faut rajouter d'autres lignes de bus, on peut le faire, ça coûtera pourquoi vous l'avez pas fait pendant 5 ans? beaucoup. Ah, on n'était pas ensemble au gouvernement bruxellois. Non, mais pourquoi vous l'avez pas fait pendant 5 ans? Non, mais pourquoi on va pas faire un débat entre vous parce que... C'est problématique. Pourquoi vous êtes en insulte directement? S'il vous plaît, c'est moi qui gère le débat. On laisse M. Tali terminer. Ce qu'on dit simplement, c'est que ce métro va créer beaucoup d'embarras et de problèmes pour les habitants du Bas des Verts. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans pour améliorer notre transport en commun? On ne va pas continuer le débat là-dessus. On ne vous mettra pas d'accord de toute façon. Véronique Mbombo, quel est votre avis? Vous, Métro 3, est-ce qu'il faut continuer ou pas, connaissant toutes les difficultés liées à ce chantier? Moi, je pense qu'il faut continuer ce métro dans la mesure où on a parlé densité de la population ici. Je pense que multiplier les transports en commun serait quelque chose de défavorable pour notre commune. Et vous ne craignez pas les effets d'un chantier qui pourrait s'étendre sur de très longues années dans la commune? Mais de toute façon, pour arriver à un métro, on ne peut pas vouloir un métro et ne pas vouloir des travaux. Pour avoir ce métro, il faut bien passer par les travaux. Donc, c'est la voie obligée, quoi. Donc, voilà. Alors, Philippe Michaud, votre avis, vous? Moi, je suis pour le métro. S'il faut préparer l'avenir, il faut certainement augmenter les vitesses commerciales des transports. Moi, je prends le 55 régulièrement. Quand il y en a un qui est arrêté, il y en a 3 derrière qui attendent. Donc, je pense que c'est nécessaire si on veut une démographie qui augmente, si on veut que la ville devienne...
et aller plus loin, donc avoir des parkings de dissuasion et permettre aux gens de venir en métro au centre-ville. C'est un peu aussi l'idée d'enlever le viaduc à Oudergem. Mais il faudra d'une manière ou d'une autre permettre aux gens de pouvoir rentrer en ville, peut-être pas en voiture, mais en tout cas avoir les moyens d'y arriver assez vite. Alors il Je nous suis reste pour le une métro. petite dizaine de minutes pour évoquer la situation des finances communales. Elle n'est pas rose, cette situation. Le budget est en déficit. Comment assainir? C'est sur ce sujet qu'on va terminer ce débat. Comme vous êtes en retard sur le temps de parole, Madame Mbombo, je vais vous donner la parole sur cette question financière. Alors vous parlez dans votre programme de développer une culture de l'évaluation des projets et de résultats au sein de l'administration, de veiller à un contrôle strict des dépenses. Vous pensez qu'il y a eu des négligences dans la gestion budgétaire ces dernières années? Non. Ce n'est pas qu'il y a eu mauvaise gestion de budget, je dis tout simplement, étant donné l'état de nos... Enfin, nous disons, étant donné l'état de nos finances, je pense qu'il faut, avant tout nouveau projet, voir quelles sont les priorités et alors affecter nos finances d'abord à ces priorités et au fur et à mesure voir qu'est-ce que nous faisons après, quoi. Ce n'est pas que la gestion a été mauvaise, ça pas du tout. Ce n'est pas ça. Monsieur Michaud, vous êtes clair. Vous dites qu'il est urgent de reprendre le contrôle des dépenses. Oui, mais vous savez, on peut rappeler aux auditeurs ce que c'est la tutelle. C'est un peu comme si vous alliez faire vos courses au Carrefour et vous avez le grand patron du Carrefour qui est en train de regarder ce que vous achetez et quand vous sortez, il vous dit ça vous pouvez pas. Le grand patron du Carrefour, c'est quand même Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise. Non, Donc, vous vous trompez. ok, mais ça n'empêche qu'il est quand même président de la région. Non, mais il n'a pas la tutelle sur les communes. Ouais. Désolé. Ouais, et quand voilà. vous dites reprendre les contrôles des dépenses, ça veut dire quoi? Puisque vous dites en même temps, il faut réduire les dépenses superflues. Est-ce qu'il y en a eu et à quoi faut-il faire attention? Mais on reçoit des subsides, mais on ne sait pas faire des projets rien qu'avec 100% de subsides. Donc il y a une partie communale qui est aussi investie. Et il y a des choix dans les projets qui me semblent peut-être pas adéquats avec ce problème. Bon, on va revenir sur le hockey. Donc la rénovation du terrain de hockey, c'est quand même 500 000 € à charge de la commune. Donc ce n'est pas rien. Avec 500 000 €, il y a certainement moyen de faire d'autres choses, comme peut-être un plan de mobilité. Donc voilà, c'est là où il faudrait peut-être faire un audit, essayer d'avoir un avis extérieur sur la gestion communale, avoir un avis extérieur et neutre. Pascal Fraison, est-ce qu'il y a eu des extravagances dans les dépenses budgétaires à un certain moment? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de... C'est vous qui dites qu'on est en train de racler les fonds de tiroir à hiver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que c'est la situation de tous les services publics. Il y a d'autres communes qui sont en bonnie. Donc, Etterbeek se porte bien, Uccle se porte bien. Combien d'années de tutelle, Etterbeek? Pardon? Combien d'années de tutelle? Oui, mais ils en sont sortis. C'était M. Fraison qui avait la parole. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que le parti auquel j'appartiens, c'est le parti du langage de la vérité. Et à un moment, il faut se rendre compte aussi que les finances publiques sont ce qu'elles sont à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit le fédéral, que ce soit à la région, que ce soit à la commune. Moi, j'ai un gouvernement Arizona qui est en gestation et qui semble se diriger vers des choix politiques. Mais il n'y avait pas de gouvernement Arizona ces 6 dernières années et les finances sont dans un très mauvais état. Entendu. Oui, tout à fait. Oui. C'était pas. Et le gouvernement Arizona n'existe pas encore. Hein, donc. Alors, ce qu'il faut à un moment assumer, ce sont les choix politiques qui sont faits. Et je pense que ça, on les assume. On a fait des choix qui n'étaient peut-être pas ceux qu'auraient fait les personnes qui sont en face de moi ici lors de ce débat, mais je vais dire, il n'y a pas eu des dépenses extravagantes, on n'a pas plombé les finances communales en étant dispendieux et en jetant l'argent par les fenêtres. 100 000 €, c'est 1,5%, donc ça, c'est pas rien, quoi. Ça, c'est un choix que vous remettez en cause. Un terrain de hockey performant qui va peut-être pouvoir être utilisé au niveau international et qui va amener... Peut-être, mais ce n'est pas les Éverois qui vont jouer au hockey, je pense pas. Enfin, pas beaucoup. Non, mais les Éverois qui sont commerçants, je pense que c'est un de vos publics cibles. Les Éverois qui sont commerçants et qui vont pouvoir profiter de retombées économiques si effectivement ce stade est fréquenté, mais ça, c'est une opération gagnant-gagnant pour les Éverois. Alors Hicham Tali, s'il faut rogner sur certaines dépenses, s'il faut un meilleur contrôle des dépenses publiques, quelles sont vos priorités?
D'abord, se concentrer sur les missions obligatoires d'une commune. C'est d'abord ces services-là qui doivent être rendus de manière digne et efficace à la population. Et après qu'on a rendu ces services-là, on envisage les dépenses supplémentaires ou on envisage éventuellement une annexion d'Aaron. Mais d'abord, on se concentre sur l'essentiel dans sa commune. C'est la base. Ça n'a pas été le cas selon vous. Quelles sont les dépenses superflues selon vous? D'abord, en plus de la situation financière, rappelle que les impôts ont augmenté. En 2018, le PRI était 3,2. Aujourd'hui, il est précompte, 3,8. L'impôt sur les personnes physiques était en 2019 de 5,9. Aujourd'hui, il est à 6,5. On fait partie des communes qui ont un taux de prélèvement qui est le plus élevé. Pas le plus, mais des communes les plus importantes. Et à côté de ça, je ne sais pas c'est quoi le plus élevé. Moi, je me concentre sur Evere. Mais non, pas sur le PRI. Et donc, à côté de ça, les services qui sont rendus à la population, ils se dégradent dans la propreté. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut faire attention sur les dépenses. Je vais vous donner des exemples concrets. Oui, rapidement. Parfois, c'est des petites dépenses. Nous, on dit il ne faut plus organiser le bal du bourgmestre. Chaque année, 40 000 €, on n'en veut plus. Nous, on dit il ne faut plus donner des voitures de fonction au personnel communal, même si c'est que 4. On avait dit, il y avait un engagement. La prochaine fois que ces personnes vont aller en pension ou vont quitter, on ne va pas renouveler. On a quand même renouvelé. C'est toute une série de petites dépenses. Et puis, on nous explique, en fait, maintenant, on va mieux suivre les services. Donc, ça veut dire qu'auparavant, on ne suivait pas les services. C'est cette gestion, on a vécu au-dessus de nos moyens. Et aujourd'hui, on a un retour de bâton. Et le retour de bâton, il a des conséquences concrètes pour les Éverois. Tant en termes de propreté, que d'accueil de la petite enfance, que de toutes les politiques qui sont menées. Oui, alors Ilan Chahit, est-ce qu'on a vécu au-dessus de ses moyens dans certains domaines? Non, mais ça c'est un fantasme de M. Tali. Donc sur le comité de direction, il y a 6 membres. Aujourd'hui, il y a encore 4 personnes qui ont une voiture de direction. Les 2 autres ont choisi le vélo ou un parcours mobilité, c'est-à-dire les transports en commun. Donc une partie des engagements a été retenue. 2, moi je voudrais juste m'arrêter, et moi vous savez, je suis un homme de chiffres. Et je ne vais pas évoquer mon bilan à moi. Je vais vous parler du focus qui a été fait par le journal L'Écho sur la commune d'Evere. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. D'un désendettement de la commune entre 2018 et 2024 de moins 38%. Il parle d'une diminution du chômage de 3 points. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journal Écho qui n'est pas socialiste. Alors, juste un truc. Belfius a fait une étude sur les finances communales. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est l'état de toutes les communes bruxelloises, wallonnes et flamandes qui sont plombées par 2 éléments fondamentaux. C'est la dotation CPS et la dotation des zones de police. C'est-à-dire que nous comblons ce que le fédéral ne donne pas en termes de moyens. Laissez-moi terminer parce que je suis celui qui a le moins parlé sur cette question-là. Oui, mais vous avez beaucoup parlé sur beaucoup d'autres sujets. Et donc, je pense que là où il faut apporter des moyens supplémentaires, c'est effectivement dire à ceux et celles qui doivent contribuer pour le CPS et pour la zone de police, de contribuer à hauteur de leurs obligations. Ça, c'est un élément qui est pour nous important. Et puis, je terminerai juste en disant que je rappelle qu'entre 2020 et 2024, nous avons été chercher 17 millions de subsides pour pouvoir garantir des investissements qui répondent aux besoins des Éverois. Oui, Madame Mbombo, est-ce que vous êtes convaincue par tout cet argumentaire de M. Chahit? Écoutez, moi j'ai vu ce qui a été fait avec les moyens des bords. Je pense quand même que je ne peux pas dire que du bon travail n'a pas été fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu reçois les subsides, tu les utilises en bon père des familles. Hein. Oui, mais c'est pas les moyens du bord. C'est les moyens dont il a disposé. Est-ce que je peux terminer? Oui, terminez, je vous en prie. Voilà. Avec les moyens dont la majorité a disposé, j'en assume ma part des responsabilités. Hein. Voilà. Il y a du travail qui a été fait, qui est peut-être pas parfait. Il y a toujours des choses à faire, à améliorer, mais je pense, quand je regarde tout ce qui a été réalisé, personnellement, je pense que, du bon travail a été fait. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts dans les années qui viennent si vous êtes dans une majorité à Evere? Le souhait serait qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, mais si les circonstances l'exigent, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, notre souhait, et nous le disons dans notre programme, notre souhait serait qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Oui, Monsieur Michotte, même question. Augmentation d'impôts ou pas? Non, il ne faudrait pas. Maintenant, il y a l'augmentation du
du précompte. On a eu une prime biome qui a été retirée puis qui a été remise un peu avant les élections. Ceci dit, il faut dire que la commune a bénéficié de 2 fois 6 millions, de l'ordre de 6 millions quand même, pour alimenter les caisses. Et puis on bénéficie cette fois-ci avec le budget de 7 millions et demi avec la vente de Brutellé, même si elle n'est pas activée entièrement, mais elle est au moins activée à concurrence de 6 millions et demi, je pense. Donc ça aide sur un budget de 100, ça fait 6% en plus. Oui. Alors, M. Chait, 10 secondes pour répondre. Augmentation d'impôts dans les années Il qui n'y viennent. aura pas d'augmentation d'impôts et la ligne de conduite qui a été donnée au sein de l'administration, c'est d'aller chercher des subsides pour pouvoir réaliser nos ambitions. M. Tali, augmentation d'impôts ou pas? Il n'y a pas de projet d'augmentation d'impôts et simplement que le service qui soit rendu soit le maximum par rapport à l'impôt qui est payé. C'est ça qu'on veut rendre aux Éverois. Monsieur Fraison, Évidemment, même pas de- engagement pour vous? Oui, bien entendu, bien entendu. Je pense que, je vous le disais il y a quelques minutes, il y a le langage de la vérité. Et si à un moment des choix politiques majeurs doivent être faits, moi je propose qu'on se retourne vers la population et je propose d'ailleurs dans mon programme de fonder une commission consultative des finances et du budget parce qu'à un moment, il faut associer la population aux décisions qu'on prend. Très bien, ben c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir débattu avec nous. Là, demain, on change de commune et on se rend à Molenbeek, un autre débat animé en perspective. Très bonne soirée à tous.